Cette semaine, sur le net, Facebook fait face à une multiplication des plaintes pour non-respect de la vie privée, décryptage. Toute l'actualité de la semaine sur le net et la vidéo de la semaine. Et bien là, nous avons un mini Facebook de l'époque. On a l'affiche de Jean, la page, on dirait aujourd'hui, la page de Jean Cocteau, la page personnelle Facebook de Jean Cocteau, où on voit anarchiste, poète, homosexuel à Paris. Donc on a exactement, si Cocteau était aujourd'hui sur Facebook, il y aurait 100 fois plus d'informations. Si le président de l'association Internet sans frontières compare ses fiches, issues des archives de la police française au profil Facebook d'aujourd'hui, c'est parce que la récolte de données de millions d'utilisateurs l'inquiète. Internet sans frontières vient d'ailleurs de déposer une plainte auprès de la CNIL contre Facebook. Une nouvelle fois, le réseau social est attaqué sur son flanc le plus polémique, la négligence vis-à-vis des données personnelles. Le point le plus problématique pour nous est celui du fichage biométrique. Facebook n'emploie jamais ce terme, mais Facebook a acquis une société qui s'appelle Face.com, qui est finalement édite un logiciel de reconnaissance faciale qui profile exactement en fonction des photos que vous postez sur Facebook et en fonction des noms que vous identifiez, qui établit un profilage systématique des utilisateurs de Facebook. Il y a aussi, en termes de récolte frauduleuse d'informations, de données personnelles, le fait que Facebook, que vous soyez connecté ou pas, il est établi aujourd'hui qu'il vous traque systématiquement, il traque votre activité en ligne. Un profilage comportemental assez précis et qui nous paraît assez dangereux pour la démocratie. Imaginez que ces informations tombent entre les mains d'une personne demain qui a de mauvaises intentions. Si l'enquête de la CNIL confirme ces observations, Internet sans frontières pourrait saisir la justice. Et cette initiative à l'encontre de Facebook n'est pas isolée. Elle succède à celle de l'Autrichien Max Schrems qui a déposé 22 plaintes en Irlande où se trouve le siège européen de Facebook. Lorsqu'il a réclamé son dossier personnel à l'entreprise américaine, cet étudiant autrichien a reçu un fichier de 1200 pages, 3 ans de vie sur le réseau social. En général, les entreprises ne délivrent que les données dont elles sont sûres qu'elles ne poseront pas de problème. Mais dans le cas de Facebook, ils nous ont aussi donné tout le reste, c'est-à-dire toutes les données qu'ils gardent, même les données effacées, les données qu'ils n'auraient pas dû avoir selon les règles de confidentialité. Et je pense que ça a été une erreur de leur part. Maintenant, nous avons des preuves qu'ils gardent ces informations sans que l'utilisateur soit au courant. Et Facebook n'est pas seulement épinglé en Europe. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission, l'organisme de régulation du commerce américain, a accusé Mark Zuckerberg de ne pas respecter sa politique de confidentialité. Résultat, le président de Facebook a accepté de se soumettre à des audits indépendants pour les 20 prochaines années. Objectif principal, vérifier qu'il ne trompe pas ses utilisateurs. Un premier pas, même s'il n'a pas satisfait les défenseurs de la vie privée. En attendant, les plaintes déposées en Europe ont-elles une chance d'aboutir ? Selon le président de la CNIL, le géant aura tout intérêt à se plier aux exigences européennes. Facebook a besoin de la confiance des utilisateurs pour croître et prospérer. Sans confiance, ces produits ne vont pas se vendre. Et donc, ils vont devoir, d'une façon ou d'une autre, prendre en considération nos demandes. Pas toutes, il va y avoir des compromis, mais tout comme ils ont besoin, je dirais, aux États-Unis, que la FTC leur dise qu'ils peuvent fonctionner, ils ont besoin que les régulateurs européens, dont la CNIL, n'aient pas une relation hostile, brutale et frontale vis-à-vis de ce qu'ils font. Donc, ils ont déjà fait des évolutions sur certaines choses et ils continueront à en faire parce qu'ils en ont besoin pour avoir la confiance des utilisateurs. De son côté, la vice-présidente de la Commission européenne a décidé de prendre le dossier Facebook en main. Viviane Reding prévoit de réviser la directive de 95 sur la protection des données personnelles jugées obsolètes. Principale demande, des règles plus strictes pour la publicité comportementale et plus de transparence de la part de Facebook. Des Égyptiens portant des cache-œils rassemblés sur la place Tahrir du Caire. Ces activistes ont tenu à rendre hommage vendredi aux manifestants qui ont été blessés au visage, notamment par des balles en caoutchouc tirées par les forces de sécurité lors des récents affrontements qui ont embrasé la capitale égyptienne. Une initiative organisée alors qu'un officier de police accusé d'avoir touché des protestataires au visage s'est rendu mercredi aux autorités. Identifié grâce à cette vidéo qui a fait le tour de la toile, le lieutenant Mahmoud Sobi El Chinaoui
avait fait l'objet d'une véritable traque de la part des manifestants. Des avis de recherche avec sa photo avaient ainsi été distribués sur la place Tahrir et ses informations personnelles publiées sur Internet. Et les manifestants ne sont pas les seuls à accuser les forces de l'ordre de viser délibérément en direction de la tête pour réprimer le mouvement contestataire dans le pays. Une ONG locale affirme ainsi avoir recensé pas moins de 60 cas de contestataires blessés au visage, rien que dans un hôpital du Caire. Certains d'entre eux ont d'ailleurs perdu l'usage de leurs yeux et sont devenus des icônes du mouvement de contestation. C'est le cas notamment de Ahmad Harara, ce dentiste de 31 ans avait perdu un œil pendant la révolution qui avait chassé le président Hosni Moubarak en début d'année. Le 19 novembre, une balle en caoutchouc lui a arraché le second alors qu'il participait aux récentes manifestations. En attendant, les cyberactivistes semblent prêts à tout pour obtenir justice. Ils sont actuellement à la recherche d'un deuxième policier arracheur d'yeux qui se serait vanté sur les réseaux sociaux d'avoir tiré sur des manifestants. S'il m'arrive quelque chose, sachez que le régime syrien ne craint pas ceux qui sont emprisonnés, mais il craint ceux qui ne les oublient pas. Cette phrase que la cyberactiviste Razan Ghazaoui avait prononcée devant ses amis figure désormais en une de son blog depuis son arrestation dimanche. Selon le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression dont elle est l'une des coordinatrices, la jeune femme de 30 ans a été interpellée à la frontière avec la Jordanie alors qu'elle se rendait à Amman, où elle devait participer à un forum sur la liberté de la presse dans le monde arabe. Craignant qu'elle ne soit soumise à la torture, de nombreux internautes se sont rapidement mobilisés sur les réseaux sociaux pour appeler à la libération de cette influente blogueuse née aux États-Unis et qui est l'une des seules à écrire sous son vrai nom sur la toile syrienne. Razan Ghazaoui est en effet très active depuis le début de la révolte syrienne il y a plus de 8 mois, dénonçant notamment les violations des droits de l'homme et les arrestations d'activistes menées par le régime de Bachar al-Assad. Elle a ainsi récemment affiché en guise d'avatar sur son profil Twitter une photo de Firas Fayyad, un réalisateur et cyberactiviste qui aurait été interpellé la semaine dernière à l'aéroport de Damas. Un fil Twitter qui est désormais actualisé par des amis à qui la blogueuse avait confié cette mission au cas où elle serait emprisonnée. Elle leur aurait notamment demandé de désactiver son profil Facebook, probablement pour protéger ses contacts, alors que le régime est accusé d'extorquer sous la torture les mots de passe de cyberactivistes afin d'infiltrer leur réseau. L'arrestation de Razan Ghazaoui semble donc illustrer tous les dangers auxquels s'exposent les internautes syriens actuellement mobilisés contre le régime. Debbie et Ron Austin ne peuvent plus rembourser leurs prêts immobiliers. Sur le point d'être expulsés de leur maison de Portland, ce couple d'Américains affirme dans cette vidéo que leur famille ne partira pas. Et pour résister à la saisie de leur logement, ils peuvent désormais compter sur le soutien des indignés américains. À travers les États-Unis, des activistes du mouvement Occupy ont investi mardi les maisons de propriétaires menacés d'expulsion, mais également des logements saisis par les institutions financières, qui sont restés vides depuis. À New York, des indignés de Wall Street ont ainsi pris possession d'une maison du quartier de Brooklyn qui était inoccupée depuis 3 ans. Comme le raconte le blogueur Javier Soriano, les activistes ont ensuite aidé Alfredo Carrasquillo, sa femme et ses 2 enfants à y emménager. Cette famille était jusqu'ici sans domicile fixe et a été victime des mesures d'austérité de la mairie qui a récemment supprimé les aides au logement. Caroline Gage fait partie des organisateurs de ce mouvement contre les saisies immobilières à San Francisco. Dans cette vidéo, elle dénonce ces pratiques alors que les banques ont été renflouées à coups de milliards de dollars avec l'argent des contribuables. Et sur la toile, les témoignages de propriétaires menacés d'expulsion se multiplient. Ils sont invités à raconter leur calvaire sur ce site et peuvent solliciter l'aide des militants anti-Wall Street pour protéger leur logement. Un mouvement baptisé Occupy Our Homes, Occupons nos maisons en français, qui pourrait donc prendre de l'ampleur dans les prochains jours. JP Auclair, un champion canadien de ski freestyle, propose de découvrir dans cette vidéo une incroyable démonstration de glisse urbaine. En effet, pour ce sportif de l'extrême, pas besoin de pistes tracées. Une petite bande de neige suffit pour pratiquer sa discipline favorite et réaliser des figures époustouflantes dans les rues de sa ville de Rossland, en Colombie-Britannique. Un clip impressionnant à découvrir de toute urgence.